Après 38 jours de guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent sur le centre, l'est et le sud du pays. Plus de 200 opposants à la guerre en Ukraine arrêtés en Russie ce samedi. Des manifestations de soutien à l'intervention sont aussi organisées dans le pays. Jour de vote ce dimanche en Hongrie. Viktor Orban affronte une opposition unie derrière le conservateur Péter Márki-Zay, mais il reste favori. Après 38 jours de guerre en Ukraine, le pays continue de compter ses morts. Dans le sud de l'Ukraine, à Mykolaiv, en bordure de mer Noire, le bilan de l'attaque russe de mardi dernier a été revu à la hausse ce samedi. Les services d'urgence ukrainiens, toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, font désormais état de plus de 30 morts. Selon un conseiller présidentiel ukrainien, les forces russes seraient en train d'opérer un retrait rapide des régions de Kiev et Tchernigiv pour se redéployer vers l'est et le sud. La ville de Brovary, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, est de nouveau aux mains des Ukrainiens. La vie n'est pas très bonne. Tous les magasins sont fermés. Beaucoup de gens n'ont plus de nourriture. Le pain n'est plus livré. Selon les autorités ukrainiennes, en se repliant vers l'est et le sud, Moscou chercherait à garder le contrôle de vastes territoires occupés. Dans le centre et l'est du pays, les bombardements se poursuivent. Selon des sources ukrainiennes, dans la nuit de vendredi à ce samedi, des frappes ont touché des quartiers d'habitation à Kharkiv, des infrastructures à Dnipro ou encore des localités dans les régions de Donetsk, Lugansk et Kherson. La région d'Odessa n'est pas épargnée, elle non plus, comme nous l'explique notre envoyé spécial sur place. Les missiles lancés depuis la Crimée vers la région d'Odessa ont rompu le calme des derniers jours ici à Odessa. Les gens essayaient de reprendre une vie normale. Les missiles tirés dans la nuit de vendredi à ce samedi ont été abattus par les batteries antiaériennes ukrainiennes et provoqué un nouveau moment de panique. Sérgio Ferreira d'Almeida, Euronews, em Odessa, na Ucrânia. Le pape François envisage une visite à Kiev. Il l'a déclaré samedi lors de son déplacement à Malte autour de la condition des migrants. Un voyage prévu il y a 2 ans, mais reporté à cause de la pandémie du Covid. Le souverain pontife a répondu à la question d'un journaliste. Oui, la proposition d'un voyage dans la capitale ukrainienne est bien sur la table. Le pape François a d'ailleurs largement dénoncé l'invasion russe en Ukraine lors de son déplacement. Il n'a toujours pas cité Vladimir Poutine ou la Russie, mais a fait référence à un potentat ayant menacé le monde d'une guerre nucléaire. Il a aussi dénoncé des revendications anachroniques d'intérêt nationaliste. C'est le discours le plus offensif qu'il prononce jusqu'à maintenant sur la guerre en Ukraine. Aux côtés du président maltais, Georges Vella, il a également parlé d'immigration, voulant faire de la Méditerranée un théâtre de solidarité. François a critiqué les accords des pays européens avec la Libye pour empêcher les départs des migrants depuis son littoral. Des citoyens russes continuent de se mobiliser contre la guerre en Ukraine, malgré la neige et la répression. À Moscou, un sitting était organisé dans un parc, juste à côté du Kremlin. La police a arrêté les personnes qu'elle a trouvées assises sur des bancs. Cette manifestation contre l'invasion russe était organisée dans une trentaine de villes du pays. Le message a circulé sur les réseaux sociaux. D'après une ONG, plus de 200 personnes ont été arrêtées ce samedi, surtout dans la capitale et à Saint-Pétersbourg. Bien loin de protester, certains témoignent au contraire de leur soutien à ce que Moscou appelle une opération militaire spéciale. D'après la télévision publique, des gens ont manifesté pour les soldats russes avec des drapeaux et des affiches. Les sondages montrent que beaucoup de Russes adhèrent au discours selon lequel leur pays serait assiégé par l'Occident. Plusieurs centaines de citoyens russes ont quitté leur pays pour s'installer en Géorgie. Une fois arrivés, il leur faut retirer de l'argent, chercher un logement et réfléchir à la suite. J'ai décidé de rester ici jusqu'à ce que quelque chose change. J'étais déjà là le mois dernier avant ce fâcheux désordre.
Je ne veux pas être dans le pays qui mène une guerre, c'est pourquoi je suis venu. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, mais au moins cette année. Quelques mois, un an, voire plus. Les Russes ne rencontrent aucun problème pour réserver un hôtel, mais il leur est parfois assez difficile de trouver un appartement à louer. Je loue des appartements depuis environ 5 ans maintenant. J'ai des appartements dans le vieux Tbilissi. J'ai eu des locataires du monde entier, d'Europe, d'Asie, également de Russie. J'ai aussi accueilli des Ukrainiens. Pour l'instant, compte tenu des événements en cours, nous donnons la priorité aux citoyens ukrainiens. Selon le ministère géorgien de l'Intérieur, à la mi-mars, près de 30 000 Russes étaient arrivés en Géorgie. Environ 12 000 d'entre eux sont restés. Pendant le mois écoulé, le nombre de Russes arrivés en Géorgie a été multiplié par 10. Cela suscite de la méfiance. S'agit-il de véritables réfugiés? Sont-ils chassés politiquement de Russie? Viennent-ils pour sauver un business? Ou alors sont-ils des éléments perturbateurs envoyés en Géorgie? Les agences de sécurité géorgiennes redoutent que des paramilitaires russes pénètrent dans le pays, comme ce fut le cas en Ukraine en 2014. Peter Makizaj d'un côté, le dirigeant de la coalition des 6 partis d'opposition, Viktor Orban de l'autre, au pouvoir depuis 12 ans. Les Hongrois doivent voter ce dimanche pour départager les 2 candidats aux élections. Une campagne d'abord consacrée au pouvoir d'achat, mais qui depuis un mois tourne beaucoup autour de la guerre en Ukraine. Pas un sondage ne donne la victoire à la coalition. Viktor Orban est favori, aidé par une propagande étatique, et malgré son amitié avec Vladimir Poutine. Je suis sûr que le Fidesz va gagner. Tout simplement parce que notre peuple est malheureusement plus concerné par le prix du gaz que par ce qu'il se passe autour de nous et dans les pays voisins. Il faut lutter contre ce régime en général et très certainement lutter contre l'injustice sociale pour remédier aux inégalités qui sont devenues très perceptibles en Hongrie. L'ambiance est détendue à Mirovica, au nord du Kosovo. Les habitants profitent du soleil en terrasse et devraient encore rester dans les cafés dimanche, jour d'élection en Serbie. Le Premier ministre kosovar Albin Kurti n'a pas autorisé l'ouverture de bureaux de vote sur son territoire, malgré la pression internationale. Pour le dirigeant, la Serbie n'a pas demandé aux autorités kosovares de la permission d'organiser un vote et n'a donc pas respecté la souveraineté du Kosovo. Des milliers de Serbes du Kosovo critiquent cette décision. Ça ne peut arriver qu'à nous, à cause de ceux tout au sud. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On sait très bien qui, ceux qui sont ennuyés. Nous sommes une nuisance pour eux. Nous sommes une nuisance pour le monde entier. Les 2 gouvernements devraient penser à nous et à nos droits. J'ai le droit de voter pour l'État dont je suis citoyenne, où j'habite. Qui demande notre avis? Personne. Malgré les critiques, au Kosovo, on s'attend à une journée tranquille. Nous espérons rester en paix tout le temps et pour toujours. Personne n'a besoin d'une guerre. Absolument personne. Avec l'aide de Dieu, les gens vivront en paix. Pas seulement demain ou après-demain, mais pour toujours. Même si les experts n'attendent pas de tensions particulières le jour du vote, ils estiment que le gouvernement du Kosovo devrait tendre la main à sa minorité serbe. Les Serbes du Kosovo ne se sentiront jamais à l'aise s'ils sont guidés par ce qui vient de Belgrade. S'ils n'ont pas un récit, une mission qui leur est propre pour leur vie ici au Kosovo, pour leurs droits, alors ils ne seront jamais à l'aise. En attendant, les Serbes du Kosovo peuvent toujours saisir l'opportunité donnée par Belgrade, traverser la frontière pour aller voter côté serbe. Le Parti populaire espagnol a élu ce samedi à sa tête Alberto Núñez Feijóo. Ce Galicien âgé de 60 ans, unique candidat à la succession de Pablo Casado, a aussitôt appelé à l'unité du parti. Il sera notamment chargé de ramener au pouvoir le PP lors des prochaines élections prévues fin 2023.
Alberto Núñez Feijó était jusque-là président du gouvernement régional de Galice.